Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis honoré d'être avec vous aujourd'hui. Je regrette de ne pas pouvoir être sur place. Pierre Bigot, je suis professeur d'urologie au CHU d'Angers et responsable du sous-comité rein de l'Association française d'urologie. Et aujourd'hui, vous m'avez demandé de vous parler du cancer du rein métastatique. Alors, le cancer du rein métastatique, c'est à peu près 10% des patients qui vont être diagnostiqués à un stade métastatique et à peu près 30% des patients qui ont un cancer du rein localisé qui vont avoir une évolution métastatique. La première chose dans le cancer du rein métastatique, avant de parler du traitement systémique, ça va être de déterminer quel est le groupe pronostic du patient, puisque du groupe pronostic du patient va dépendre le traitement qui va lui être proposé. Pour déterminer le groupe de pronostic d'un patient atteint d'un cancer du rein métastatique, on va utiliser les critères de Eng. Ces critères ont été définis en 2013 à partir d'études rétrospectives. Et vous voyez qu'il y a six critères. L'index de Karnofsky, inférieur à 80%, c'est un critère de mauvais pronostic. L'intervalle libre entre le diagnostic et le traitement systémique. Alors, je m'arrête sur ce critère parce que c'est un critère qui peut apporter de la confusion. Initialement, dans les critères de Eng, il était considéré qu'à partir du moment où un patient devenait métastatique, il allait avoir un traitement. Et finalement, ce critère-là correspondait à l'apparition tardive d'une métastase, autrement dit une métastase métachrone. Depuis, même certains patients qui ont des métastases synchrones n'ont pas de traitement, ils sont juste surveillés et le traitement n'est mis en place qu'1 an après l'apparition de la métastase. Et donc, ces patients qui ont un traitement dit différé n'ont pas ce critère de mauvais pronostic. Et puis ensuite, vous avez le taux d'hémoglobine, la calcémie corrigée, le taux de plaquettes et le taux de polynucléaire neutrophile. Et donc, vous avez 3 groupes, les patients métastatiques de bon pronostic, les patients de pronostic intermédiaire et les patients de mauvais pronostic. Donc, vous voyez, ces critères ont été déterminés en 2013. Et ça, c'est la durée de vie en fonction du groupe pronostic tel que ça a été établi en 2013. Vous allez voir que on vit une époque qui est formidable puisque les traitements aujourd'hui sont efficaces et la durée de vie de ces patients a largement augmenté. Mais vous voyez que le groupe de bon pronostic était associé à une survie globale de 43 mois, 23 mois pour le groupe de pronostic intermédiaire et 8 mois pour le groupe de mauvais pronostic. Un autre point sur lequel j'attire votre attention, c'est le fait qu'en réalité, la quasi-majorité des patients sont du groupe intermédiaire. Les bons pronostics, ça représente à peu près 10% des patients atteints d'un cancer du rein métastatique et les mauvais pronostics, ça représente à peu près 10 à 15% des patients. Alors, avant de parler de traitement systémique, on va dire 2 mots de la néphrectomie de cytoréduction. Donc, faut-il enlever le rein avant de mettre en place un traitement systémique? Donc, vous connaissez ces études historiques, des études de haut niveau de preuve, puisque c'était 2 études prospectives randomisées qui avaient regardé la survie des patients en fonction de la réalisation ou non d'une néphrectomie de cytoréduction en situation métastatique. Vous avez ces 2 études qui ont été publiées dans le New England Journal of Medicine en 2001. La première étude, 85 patients, 40 patients randomisés dans chaque bras. Et les patients qui avaient une néphrectomie dite de cytoréduction en plus de l'interféron avaient un gain de survie global de 10 mois. Donc, vivaient plus longtemps. Deuxième étude, plus large, 120 patients dans chaque bras. Et dans cette étude, les patients qui avaient un bon état général avaient également un gain de survie global significatif. De ces 2 études, il a été dit finalement qu'enlever le rein à un patient métastatique permettait d'augmenter sa survie, à condition que le patient soit en bon état général. À l'époque, il n'était pas question de groupe pronostic, il était question d'état général. Donc, jusqu'à très récemment, il était proposé d'enlever le rein à un patient métastatique, d'enlever le rein tumoral à un patient métastatique en bon état général. Et puis, vous avez ces 2 études qui ont redéfini la place de la chirurgie et qui ont été publiées récemment. L'étude Carmena, que vous connaissez, qui est une étude pilotée par le professeur Méjean, et l'étude Surtime, qui est une étude pilotée par Axel Bex.
Alors, je reviens, l'étude de Carmena, vous voyez, c'était une étude dont le rationnel était assez simple. Vous aviez soit du Sutent, un TKI, soit une néphrectomie, puis du Sutent. Et on a comparé la survie des patients. Et cette étude Carmena a montré que les patients qui n'avaient pas de néphrectomie, bah, finalement, avaient une survie similaire à ceux qui avaient une néphrectomie. Autrement dit, depuis qu'on a un traitement qui est plus efficace, le sunitinib, il ne semble pas qu'enlever le rein tumoral soit associé à une augmentation de la survie des patients. Et ça, depuis la publication de cette étude, ça a modifié les pratiques avec une diminution des indications de la néphrectomie de cytoréduction. L'étude Carmena a été réanalysée avec des données plus récentes publiées dans European Urology en 2021. Et il y a des études de ce groupe qui ont été faites, des études qui sont très intéressantes. Alors, la première étude de ce groupe, les auteurs se sont intéressés au nombre de facteurs de mauvais pronostic. Et vous voyez que la courbe verte, la courbe qui correspond aux patients qui ont la survie la moins bonne, c'est la courbe qui est associée aux patients qui ont été opérés et qui avaient plus de 1 facteur de mauvais pronostic. Autrement dit, la néphrectomie de cytoréduction, elle semble délétère si vous avez plus de 1 facteur de mauvais pronostic. Pour les autres, en fait, la survie est identique, qu'il y ait ou non une néphrectomie. L'autre chose qui a été étudiée, c'est le nombre de sites métastatiques. Alors ça aussi, c'est une donnée, une façon de réfléchir qui est un peu récente dans la prise en charge du cancer du rein métastatique. Jusqu'à peu de temps, on parlait de nombre de métastases. Vous aviez 3 métastases, vous aviez 3 métastases. Maintenant, on parle de sites métastatiques. Vous avez 3 métastases sur le poumon et 1 métastase sur le foie. Vous avez 2 sites métastatiques. Vous avez 3 métastases sur le poumon. Vous avez un seul site métastatique. Et en fait, le nombre de sites métastatiques est associé à une diminution de la survie des patients. Et ce qu'on constate dans cette étude, dans cette analyse de l'étude Carmena, c'est que finalement, les patients qui ont été opérés et qui avaient plus de 2 sites métastatiques avaient une survie diminuée. Par contre, lorsque vous faites une néphrectomie de cytoréduction après une bonne réponse au traitement, vous avez une augmentation de la survie. Donc là, c'est les 200 patients qui n'ont pas eu la néphrectomie immédiate, qui ont eu le Sutent. Parmi eux, vous voyez qu'il y en a 40 qui ont une néphrectomie secondaire parce qu'ils répondaient bien au traitement. Et ces patients qui ont une néphrectomie secondaire ont une survie bien supérieure. Et ça, c'est un argument pour la néphrectomie différée. L'autre étude qui est importante, récente, c'est l'étude Surtime. C'est une étude qui est un peu décevante dans la mesure où le nombre d'inclusions de patients n'a pas du tout été atteint. Vous voyez, finalement, il y a 50 patients qui ont été randomisés dans le bras chirurgie immédiate, 49 dans le bras chirurgie différée. Et puis finalement, il y a peu de patients qui ont été jusqu'au bout. Cette étude Surtime, donc une étude de séquence, dans cette étude-là, tous les patients avaient la néphrectomie. Vous voyez, la courbe orange, c'est les patients qui ont la néphrectomie immédiatement, puis le sunitinib après. Et la courbe verte, c'est les patients qui ont du sunitinib, la néphrectomie, puis du sunitinib. Et donc, on a l'impression que la néphrectomie différée, après traitement médical, fait mieux en termes de survie globale. Donc, ces deux études vont dans le même sens, à l'ère où on utilisait des tyrosine kinase inhibiteurs dans le traitement du cancer du rein métastatique. Alors, un aparté très bref, la néphrectomie, ça a un intérêt en termes de survie, mais ça a un intérêt aussi en termes de contrôle local des douleurs et éventuellement même d'amélioration de l'état général. Vous pourrez lire cette étude de l'Archer dans l'Européenne en 2020. C'est une étude de cohorte rétrospective qui montrait que vous avez une amélioration des symptômes locaux chez plus de 65-95% des patients après néphrectomie de cytoréduction. Donc ça, ce sont les dernières recommandations du CCAFU et vous voyez que si on doit faire une néphrectomie aujourd'hui de cytoréduction, bien c'est plutôt après réponse à un traitement systémique. Il est toujours recommandé fortement de ne pas faire la néphrectomie de cytoréduction chez les patients de mauvais pronostic. Et donc, on voit que, et c'est pareil dans toutes les recommandations internationales, la néphrectomie de cytoréduction, eh bien, elle va passer en second plan après traitement systémique, sauf dans des cas très particuliers où vraiment vous avez des patients oligométastatiques en excellent état général.
Quand on parle de patients oligométastatiques, on peut éventuellement les traiter par résection des métastases, radiofréquence, etc. Mais là encore, ça correspond à un nombre très faible de patients. On en parle souvent dans les RCP. C'est rare de traiter un patient métastatique uniquement par la chirurgie. Et donc, on va avoir besoin de traitement systémique. On y arrive. Alors, le traitement systémique, il faut bien comprendre également que ces traitements ont été développés essentiellement pour le carcinome rénal à cellules claires. C'est ce cancer qui a une mutation de VHL qui est présent dans plus de 90% des cas et qui est associé à une augmentation de la néoangiogénèse. Parce qu'il est associé à une augmentation de la néoangiogénèse, les tyrosine kinase inhibiteurs ont été utilisés dans ce cancer. Donc, je vous rappelle le mécanisme. Vous aviez deux mécanismes d'action, soit les anti-VEGF circulants comme le bevacizumab. Vous avez l'anticorps qui va dans le sang et qui empêche le VEGF de se fixer à son récepteur sur la cellule endothéliale et qui donc empêche la prolifération des vaisseaux. Et puis, vous avez les tyrosine kinase inhibiteurs, pazopanib, sunitinib, etc., qui agissent au sein de la cellule endothéliale pour éviter la prolifération vasculaire, puis la croissance tumorale. Et puis, vous avez aussi les inhibiteurs de mTOR, everolimus, temsirolimus, qui agissent sur la protéine mTOR, qui elle-même régule la sécrétion de HIF. Je ne vous reprends pas toutes les études sur les tyrosine kinase inhibiteurs parce que finalement, c'est déjà un peu ancien, c'est déjà du passé. Je vais vous parler simplement des principaux résultats et notamment du taux de réponse en première ligne de ces traitements. Donc, quand on parle de cancer du rein métastatique, on va évaluer le succès du traitement sur l'état général du patient, bien sûr, mais essentiellement aussi sur des scanners. Et on utilise les critères dits RECIST. Vous avez une maladie qui progresse quand vous avez la somme du diamètre des métastases les plus significatives qui augmente de 20%. Donc, si sur deux scanners successifs, vous avez une augmentation de la taille des métastases, vous êtes en progression. Vous êtes aussi considéré en progression si vous avez une nouvelle métastase qui apparaît. Vous êtes considéré en réponse partielle si vous avez une diminution de plus de 30% de toutes les métastases sur le scanner d'évaluation. Vous êtes considéré stable quand vous êtes entre plus 20% et moins 30%. Et vous êtes considéré en rémission complète quand vous avez une disparition complète de toutes les métastases. Donc, vous voyez ces études là, je les ai comparées les unes aux autres, mais ce qu'on constate, c'est qu'avec les TKI seuls, vous n'aviez quasiment pas de réponse complète. La plupart des patients étaient stabilisés, à peu près entre un tiers et la moitié des patients stabilisés. Et puis, vous aviez, selon les cas, entre 9 et 31% de réponse complète. Les tyrosine kinase inhibiteurs, alors les deux qui étaient utilisés en première ligne, c'était le sunitinib et le pazopanib. Ils proposent en moyenne un gain de survie sans progression de 9 mois. Donc, ces médicaments, il y a au bout d'un moment un échappement à ces traitements. Cet échappement survient en moyenne au bout de 9 mois. Et puis, les TKI n'ont jamais démontré un gain de survie globale des patients. C'est-à-dire que chez un patient métastatique, vous le traitiez par TKI, vous pouviez réduire la maladie, l'empêcher de progresser, mais on avait l'impression qu'à l'arrêt de l'action du TKI, bien, la maladie rattrapait le retard, ce qu'on peut appeler l'effet rebond. Les choses ont beaucoup changé depuis 2017, on va dire, depuis l'utilisation de l'immunothérapie, des checkpoint inhibiteurs dans le cancer du rein métastatique, avec deux types d'actions, soit les anti-CTLA4, soit les anti-PD1, PDL1. Vous voyez, anti-PD1, nivolumab, pembrolizumab, anti-CTLA4, ipilimumab. Ça, c'est les traitements utilisés dans le cancer du rein. Et donc, il y a 4 études qui ont transformé le pronostic de ces patients. Je vais vous en parler tout de suite. Je voulais vous montrer cette image qui était un patient que j'ai traité personnellement au CHU d'Angers. C'est un monsieur qui était en 3e ligne thérapeutique, donc 65 ans. Vous voyez à gauche le poumon tumoral. Il avait échappé à toutes les lignes de TKI.
Et vous voyez, après 9 mois de traitement par nivolumab, ce patient a une disparition complète de la métastase. Et aujourd'hui, je le suis, ça fait plus de 3 ans que je le suis, il n'a plus de traitement et il n'a pas récidivé, il a une vie normale. Et ça, c'était inimaginable avec les TKI seuls. Il y a 4 études qu'il faut connaître dans le cancer du rein métastatique aujourd'hui. L'étude CheckMate 214, c'est l'étude qui a comparé la double immunothérapie, Nivo plus IPI, versus le sunitinib. Et cette étude CheckMate 214 a montré pour la première fois dans le cancer du rein métastatique un gain de survie global chez les patients de groupe intermédiaire et mauvais pronostic. Donc, vous voyez une survie globale qui atteint aujourd'hui 47 mois en moyenne. Donc, on est passé dans les intermédiaires et mauvais. Vous vous rappelez, hein, c'était 8 mois pour les mauvais pronostics de survie, 24 mois pour les intermédiaires. Là, on est déjà à 47. Donc, on a plus que doublé la survie de ces patients. Et ce qui est intéressant avec cette double immunothérapie, c'est que vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle la queue de la courbe. Là, vous avez quasiment un tiers des patients qui ont une réponse extrêmement prolongée au traitement. Là, vous avez, avec cette double immunothérapie, 10% de réponse complète. Donc, vous avez une disparition de tout cancer chez 10% des malades et 30% de réponse partielle. Et on va parler de réponse objective, c'est réponse complète plus réponse partielle chez 42% des malades. Alors, il y a une particularité de la double immunothérapie, Nivo plus IPI, c'est que ça n'a pas l'air de bien fonctionner chez les bons pronostics. Vous vous rappelez, les bons pronostics, aucun facteur de mauvais pronostic, que 10% de la population. Eh bien, dans ce sous-groupe de malades, on ne sait pas pourquoi le TKI a l'air de mieux fonctionner que l'immunothérapie. L'immunothérapie a un profil de toxicité différent du TKI seul, mais vous voyez que c'est plutôt bien toléré. Les effets secondaires apparaissent avec la double immunothérapie plutôt autour de 2 à 4 semaines, de 2 à 4 mois, pardon. Et vous voyez que les effets secondaires ont tendance à disparaître dans le temps, même s'il peut y avoir des effets secondaires très tardifs, alors qu'avec le TKI, vous aviez des effets secondaires qui apparaissent plus fréquemment, plus précocement et qui durent plus longtemps. La qualité de vie des patients sous niveau IPI est améliorée par rapport au sunitinib. Tous les questionnaires de qualité de vie étaient en faveur du niveau plus IPI. L'autre particularité, c'est qu'avec ce traitement, là, les derniers deviennent les premiers. C'est très intéressant. Les patients qui ont une composante sarcomatoïde dans leur tumeur du rein vont mieux répondre à ces traitements. Donc, c'est étonnant parce qu'habituellement, la composante sarcomatoïde est associée à une diminution de la survie des malades. Eh bien là, vous voyez qu'on atteint 18% de réponse complète chez les patients qui ont une composante sarcomatoïde dans la tumeur primitive. Et vous voyez ici le taux de réponse chez les patients qui ont une composante sarcomatoïde. Et donc, on obtient une survie augmentée chez ces patients-là. Donc, c'est un traitement qui est bien toléré. C'est un traitement qui améliore la qualité de vie des patients, c'est un traitement qui augmente la survie globale et c'est un traitement dont les patients qui ont une composante sarcomatoïde répondent mieux que les autres. Donc vraiment un traitement très satisfaisant. Deuxième étude qu'il faut connaître, l'étude Keynote 426. Donc là, on utilise le pembrolizumab, un anti-PD1 associé à l'axitinib, un tyrosine kinase inhibiteur. L'axitinib, c'est l'évolution du sunitinib. C'est un médicament qui est pris à 5 mg le matin et le soir. Et cette association de traitement était comparée au Sutent. Là aussi, et cette fois pour tout groupe pronostic, vous avez une augmentation de la survie globale des patients sous pembroaxi versus sunitinib. Et vous avez aussi une augmentation de la survie sans progression. Le taux de réponse est supérieur, le taux de réponse objectif est supérieur. On atteint 60% de taux de réponse objectif avec cette combinaison de traitements, dont 10% de réponse complète. Et donc, on a là aussi un traitement très efficace. Troisième étude, l'étude CheckMate 9ER, qui compare le nivolumab associé au cabozantinib versus le sunitinib. Donc, le cabozantinib, c'est un TKI multi-cible. C'est un TKI qui est aussi un inhibiteur de MET, et c'est un des TKI les plus puissants qui existent aujourd'hui sur le marché. Et là aussi, les résultats viennent d'être publiés. Ce traitement va bientôt être disponible en France.
Donc, vous voyez une augmentation de la survie globale des patients en comparaison au sunitinib. Vous avez un taux de réponse objectif qui est encore supérieur, 55,7% à la double immunothérapie et 8% de réponse complète. Vous avez une qualité de vie qui est maintenue également. Et enfin, dernière étude qu'il faut connaître, et une étude encore qui montre qu'on va encore gagner de la survie chez nos malades, c'est l'étude CLEAR. Donc là, vous aviez 3 bras de traitement, Lenva plus Pimbro ou Lenva plus Everolimus, un inhibiteur de mTOR, ou sunitinib. Donc le lenvatinib, c'est un TKI de dernière génération qui a l'air très puissant, qui n'est pas disponible aujourd'hui en France, donc je ne l'ai jamais utilisé. Mais ce qu'on peut constater, c'est que le lenvatinib plus le pembrolizumab augmente très significativement la survie des patients par rapport au sunitinib. Vous voyez, c'est la courbe bleue. Ça augmente la survie globale, ça augmente la survie sans progression. Et là, on a aussi des taux de réponse exceptionnels avec 16% de réponse complète. On obtient 71% de réponse objective, 54% de réponse partielle. Donc, on a vraiment un traitement qui est très efficace. Un traitement qui est très efficace, qui est associé à pas mal de toxicité. Vous voyez 99% de toxicité de tout grade confondu, 82% de toxicité grade 3-4. Donc, c'est des molécules qui ont l'air pas si simples à manipuler. Mais c'est des molécules, malgré tout, qui augmentent aussi la qualité de vie des patients. Toutes les échelles de qualité de vie étaient en faveur de l'association Lenva-Pabro par rapport au Sutent. Donc, voici les taux de réponse. Je vous ai remis, j'ai comparé, alors ça ne se fait pas du tout parce que ce n'est pas les malades, mais au moins ça donne une idée. Et là, vous voyez qu'aujourd'hui, on est passé avec ces associations de traitement à une augmentation du taux de réponse partielle. Vous voyez près de 50%. Vous voyez apparaître du bleu, là, des réponses complètes, donc un espoir pour les patients. Et on a l'impression, notamment avec la double immunothérapie, que le taux de réponse complète, que la réponse des patients va se prolonger dans le temps. Donc, on peut même avoir l'espoir de guérir certains patients métastatiques, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Je vous remets la comparaison avec les TKI seuls qu'on utilisait il y a peu de temps. Vous voyez que les TKI seuls permettaient surtout de stabiliser la maladie, n'augmentaient pas la survie globale des patients. Et là, avec les combinaisons de traitement, avec l'immunothérapie, eh bien, on obtient des réponses partielles, voire des réponses complètes. Donc, ça va très vite, ça va très, très vite. Ça, c'était les dernières recommandations de l'AFU, vous voyez, et ces recommandations, elles vont être actualisées avec le pembrolizumab plus l'axitinib, le nivo plus le cabo et le pembro plus l'envatinib, qui vont être les traitements standards pour le bon pronostic, l'intermédiaire et le mauvais. Et la double immunothérapie, on ne va pas le proposer en standard dans le bon pronostic puisque ça n'a pas l'air d'être très efficace. Par contre, la double immunothérapie va être proposée pour les intermédiaires et les mauvais pronostics. Et vous voyez que les TKI, qui étaient les traitements de référence, eh bien, deviennent des options qui sont vraiment des options à la marge qu'on va proposer à des patients qui sont contre-indiqués pour l'immunothérapie. Moi, dans ma pratique clinique, j'en ai aucun contre-indiqué pour l'immuno et qui n'a que du Sutent. Alors là, on a parlé de la première ligne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en deuxième ligne métastatique? Alors, on n'a pas de réponse. Je n'ai pas de réponse à vous apporter du tout là-dessus. C'est compliqué. Jusqu'à présent, en deuxième ligne, après Sutent, on donnait du cabo ou du niveau. Eh bien là, maintenant qu'on va donner d'emblée 2 immunothérapies, qu'est-ce qu'on va donner? On ne sait pas trop. Il y avait cette étude sur le nivolumab versus l'inhibiteur de mTOR en deuxième ou troisième ligne qui avait été publiée en 2015. Je ne sais pas quoi vous dire. Probablement qu'après une double immunothérapie, on donnera un TKI, mais après un TKI plus une immunothérapie, je ne sais pas ce qu'on fera. Ce qui est démontré, c'est qu'une immunothérapie après une autre immunothérapie, ça ne marche pas. Donc, on ne peut pas imaginer, par exemple, donner du pembrolizumab après du nivolumab. Non. Donc, ça va certainement être des combinaisons de TKI qui vont suivre. Alors, il faut aussi bien comprendre que ça marche que pour le cancer du rein à cellules claires et que vous avez tous les patients qui ont des cancers du rein non à cellules claires qui ne sont pas concernés par ces traitements. Alors, ces traitements-là, c'est 7 000 € au minimum par mois de traitement, les immunothérapies, donc c'est extrêmement cher. Les TKI, c'est 4 000 € en France par mois de traitement. Et donc, en fait, ces traitements ne sont pas remboursés chez le non à cellules claires.
Chez le non-acellule claire, ce qui est proposé en ce moment, c'est de donner du Sutent, en sachant que ça marche très mal et qu'il n'y a pas d'études prospectives qui ont démontré une efficacité nette du Sutent chez ces patients. Et donc, on a cette étude qui a été présentée cette année à l'ASCO-GU, qui est une étude qui nous donne de l'espoir, en tout cas pour les patients atteints d'un cancer du rein métastatique papillaire. Il y avait 4 bras de traitement, Sutent, cabozantinib, crizotinib ou salvotinib. Et on constate que le cabozantinib, qui est donc ce TKI qui a aussi un inhibiteur de MET, bien augmente la survie des patients atteints d'un cancer papillaire. Vous voyez 9 mois de survie sans progression versus 5,6 mois pour le Sutent. Et donc, suite à cette étude, les recommandations sont en train de changer une à une et proposent maintenant en première ligne métastatique le cabozantinib chez les cancers du rein papillaire métastatique. Alors, ce qui va être intéressant maintenant, ça va être de se dire si le cabozantinib est efficace, si le cabozantinib est efficace chez le papillaire, est-ce que l'association nivo plus cabo va être efficace chez les non-acellules claires? On n'a pas de réponse, mais c'est probablement l'avenir. Vous voyez ce poster-là à l'ASCO 2021 qui montrait qu'il y avait quand même un taux de réponse assez intéressant de l'association cabozantinib plus nivolumab chez les non-acellules claires. Et c'est peut-être l'avenir de ces patients. Voilà ce que je voulais vous dire sur le cancer du rein métastatique. Merci.